Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Update de marché avec pas mal de volatilité. Aujourd'hui, voilà, ça bouge pas mal. On est venu racler les stops sur le BTC. Ether, on est venu faire une fausse cassure par le haut. On a des altcoins qui sortent du lot. Vous m'avez demandé d'analyser également plusieurs cryptos. J'en ai noté trois. J'ai noté Rune, XRP et Render. Donc voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce programme-là. Je commence directement par le BTC. On est toujours au-dessus du niveau des 107 000 dollars. On voit qu'à chaque fois qu'on revient chercher ce niveau-là, eh ben, on a des réactions acheteuses qui sont encore trop petites pour vraiment parler de retournement, même si on en a une certaine qui était très intéressante où on pouvait prendre des longues. Et je le vois de toute façon sur le Discord, à chaque fois qu'on se rapproche très rapide des 107 000 dollars, ça panique un peu. C'est un peu la psychologie classique hein, quand on s'approche d'un niveau de support. En général, la plupart des gens anticipent la cassure, commencent à se dire que ça y est, il casse tout simplement, et c'est souvent là qu'on a des réactions acheteuses. Et ça sera le jour où tout le monde pensera que ce niveau-là, c'est l'opportunité du siècle qu'il faut absolument longue, et tout le monde rentrera en position. C'est là où il faudra faire attention parce que en trading, hein, la majorité des gens ont tort. Quand tout le monde pense quelque chose, souvent le marché fait l'inverse. Donc pour le moment, je reste dans un biais bullish, et ça me fait rire parce qu'avec les dernières vidéos que j'ai sorties, on est un peu dans une phase d'incertitude, et certains me disent: ah mais je comprends pas Nico, t'avais dit que ça devait pump, etc. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne prédis rien. Et personne ici sur les marchés ne peut prédire ce que va faire le BTC, ce que va faire le S&P, peu importe la crypto. Mon but en tant que trader, en tant qu'investisseur, ce n'est pas de prédire, c'est pas de vous dire ok, demain on va clôturer ici, après-demain on va faire ça, dans 3 jours on va faire ci, etc. etc. Ça, c'est, je laisse les gens sur les réseaux sociaux qui vous vendent du rêve faire ça. Moi, c'est pas mon but. Mon but à moi, c'est de déterminer un biais, savoir si je vais être plutôt bullish ou bearish, ensuite exécuter des positions avec de bonnes entrées, déterminer une probabilité que mon scénario, mon hypothèse de travail se mette en place, et déterminer une gestion de risque. Ça, c'est mon taf, d'accord? C'est ce que je fais tous les jours, et c'est comme ça que ça se passe le trading. C'est des probabilités associées à une gestion de risque. Quand on est au-dessus des 107 000 dollars, je maintiens. Tant qu'on est au-dessus des 107 000 dollars, pour moi, je garde un biais bullish, et on reste dans une dynamique haussière. Ça veut pas dire, quand je dis ça veut pas spécialement dire que là, tout de suite, on va pump, que demain, on va pump. Moi, j'ai une zone d'invalidation. À partir du moment où j'ai une zone d'invalidation et une zone intéressante pour chercher des entrées, j'associe ça avec une gestion de risque, et voilà, et je trade. Et c'est pas parce que je dis ça également que je ne peux pas me tromper et que le marché ne pas break le niveau des 107 000 dollars. Donc voilà, pour le moment ici, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, moi je garde ici un biais qui est bullish. On est dans une phase ici de compression. Pour moi, ce genre de compression a plus de chances de break par le haut. Même si on est dans une compression, on a des vendeurs qui sont beaucoup plus présents que les dernières compressions, parce que je préfère clairement ce type de compression. On fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Ou alors ici, on fait des creux de plus en plus haut et des sommets au même niveau, que ce genre de compression où là, on fait des sommets de plus en plus bas et des creux au même niveau. Là, ça veut dire qu'on reste là dans une pression clairement beaucoup plus acheteuse avec des creux de plus en plus haut. Là, on voit que les vendeurs empêchent les acheteurs de revisiter l'extrémité haute du range, là où on est venu chercher les 110 000 dollars. Donc après, comme je dis, hein, tout ça, on l'a vu ensemble, que attention pour ceux, hop, ici, si je mets le MACD, pour ceux qui rentrent en position méfiance, on a des affaiblissements, d'accord, qu'on a vu ici sur le momentum. Ça, on l'a clairement identifié en daily. Je le rappelle, une divergence baissière n'indique pas spécialement un retournement de tendance, ça indique tout simplement qu'on a un affaiblissement des acheteurs. Maintenant, des acheteurs faibles seront toujours plus forts que des vendeurs qui sont absents. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on a un retour des vendeurs? C'est une structure de retournement, c'est une inversion de notre dynamique. Si on a ça, là on peut avoir déjà un setup de short, c'est-à-dire prendre ce type de short qui est tout à fait possible, c'est-à-dire attendre un break, attendre un pullback, rentrer ici au niveau du pullback sur la ligne de coup, avoir un stop loss au-dessus du précédent sommet ici au niveau de la TH, et ensuite targeter du 2 pour 1, retour par exemple à 95 000 dollars. C'est un swing qui peut s'enclencher uniquement, et je dis bien uniquement, si on break les 107 000 dollars et on pullback ce niveau-là. C'est un short qui est possible, et automatiquement, le fait de valider une pattern de top, on peut se permettre de réduire notre exposition. Donc pour le moment, on a cet affaiblissement. Comme je dis, là, on avait déjà un affaiblissement. Si je me mets en mode replay, à ce niveau-là, on avait déjà ici une divergence baissière. Pourtant, on a fait une nouvelle impulsion, vu qu'on est passé de 100 000 dollars à 110 000 dollars. Comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on a une divergence baissière que le marché va se retourner. Ça nous indique qu'on a un affaiblissement. Et ce qui retourne le marché, c'est tout simplement une inversion de notre dynamique. C'est comme ce qu'on avait ici. Là, on peut voir qu'on a une divergence qui est haussière entre ces deux points-là.
Est-ce que c'est pour ça qu'on est reparti directement to the moon? Non, absolument pas. On est rentré dans un range et quand on a break les pressants sommets, que ça soit ici et ici, là on peut parler d'inversion de dynamique. Donc pour moi ici on est dans un contexte sur le BTC où soit vous êtes investisseur long terme et globalement vous avez, voilà, vous avez vos targets un peu plus long terme sur des niveaux plus hauts, vous avez potentiellement des invalidations d'une partie de votre exposition si on perd le niveau des 107 000 $, mais globalement vous patientez et vous regardez surtout votre chart en daily, weekly, monthly. Soit vous êtes un swing trader et là clairement il n'y a pas grand chose à faire parce que chercher des longues ici au vu du contexte, au vu du momentum, moi je serais beaucoup plus méfiant, d'accord? Et ici c'est plutôt une charte qui peut être intéressante pour ceux qui font de l'intraday où on va globalement chercher sur du 1 heure, sur du 15 minutes, des longues ici sur l'extrémité basse. On voit que on peut avoir des réactions acheteuses assez rapides qui peuvent nous permettre de, alors pas spécialement de faire le trade de l'année, mais quand même de prendre quelques petits trades lorsqu'on vient chercher ce niveau des 107 000 $. On voit qu'on a des rebonds à chaque fois. Là, on a fait ici une réaction acheteuse qui est assez intéressante sur cette bougie-là, vu qu'on est venu prendre les SL, d'accord? Là, on avait pas mal de stop loss sous ces niveaux-là. Je vous rappelle, des longues qui rentrent en position, ils ont simplement des stop loss sous les creux majeurs, que ce soit ce creux-là et ce creux-là. Le fait de revenir chercher ces creux-là, on va tout simplement avoir des sell markets qui vont s'exécuter, hein, parce que je vous rappelle, un long, quand il clôture sa position, c'est un vendeur. Donc le fait de revenir chercher ces niveaux-là, on a enclenché des stop loss, on a enclenché des sell markets. Et là, on a eu une réaction acheteuse, ce qui nous montre tout simplement que à l'exécution de ces sell markets, eh ben, on a eu de l'absorption en face et on n'a pas eu un long squeeze, on a eu tout simplement une absorption. Maintenant, voilà, on voit qu'on a une réaction acheteuse qui est quand même importante à noter. On a une clôture une heure qui est pas terrible, qui va ravaler plus de 50% ici de la hausse de cette réaction acheteuse. Donc on voit quand même qu'on est dans un contexte où oui on a des réactions acheteuses, mais on a quand même des vendeurs qui sont présents. Donc c'est pour ça, méfiance quand même sur le BTC, ayez un plan. Vous devez savoir maintenant ce que vous devez faire parce que je vois trop ce genre de contexte. Je dis pas c'est ça qui va arriver, mais en tout cas c'est ce qui est arrivé la dernière fois lorsqu'on a perdu le niveau ici des 101 500 $ et qu'on a rapidement dévissé. La plupart des gens ici venaient me voir pour me dire: «Ouais Nico, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois vendre?» Et je leur disais clairement: «En fait, c'est trop tard de se poser cette question-là. Parce que si vous devez paniquer, vous devez paniquer tôt. C'est pas maintenant que vous devez paniquer après un moins 30%. Et par contre, ce que je leur conseillais, c'était de se poser les questions: pourquoi ils veulent vendre maintenant et pourquoi ils ont pas vendu maintenant? Et ben là, je ne sais pas ce qu'on va faire, hein. Pour moi, comme je l'ai dit, tant que je garde les 107 000 $, j'ai un biais bullish. Par contre, moi, j'ai la capacité de changer de biais rapidement. C'est-à-dire que là, je peux vous dire: «Je suis bullish tant qu'on tient les 107 000 $. Demain, on fait ça, après-demain, on fait ça». Et ben, je peux vous sortir une vidéo et vous dire: «OK, là, vraiment méfiance parce que là, je passe sur un biais bearish». Et il y a pas de mal. Le problème, c'est que les gens sur les marchés, en trading de manière générale, ils cherchent toujours à avoir raison. C'est-à-dire que si on est bull, on doit être bull pendant 6 mois. Non, on peut être bull un moment et devenir pair 2 jours après parce qu'on a eu des confirmations techniques qui vont à l'encontre de ça. Ça, beaucoup de gens ont du mal. Et je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais admettons on a quelque chose comme ça et on retrace. Voilà, comme ça. Je vois beaucoup de gens me dire: «Ouais, Nico, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que maintenant c'est le moment de vendre? Et qu'est-ce que je dois faire, et cetera? J'ai pas vendu». Mais c'est là qu'il faut se poser ces questions-là. C'est là que tu dois avoir un plan et tu dois savoir à quel moment tu réduis ton exposition. C'est pas quand tu as un moins 30% que tu te dis: «Ah, est-ce que je vends?» ou c'est pas quand tu as un plus, un x5 sur une crypto que tu te demandes si tu achètes. Voilà globalement là-dessus mon avis sur le BTC qui reste le même et le plus important c'est de surveiller les clôtures daily parce que pour le moment, moi ce que je vois ici, on est toujours dans un range en train de consolider sur un précédent niveau de support. Au niveau des terres, j'aime un peu moins ce qu'il nous a fait. On va surveiller la clôture daily, mais ça, c'est une clôture daily en général que je n'aime pas. Vu qu'on est dans une phase de latéralisation, on a eu la même chose que la réaction acheteuse qu'on a eu sur du 1 heure juste avant sur le BTC. C'est-à-dire qu'on est venu chercher les stops. Ici, on a tout simplement des stops de short. Un short, c'est un vendeur. S'il clôture sa position, que ce soit TP, liquidation, prendre des profits, stop loss, peu importe, eh ben, un rachat de position. Ici, le fait de déclencher des stops, on a des rachats de position qui sont exécutés. On n'a pas eu de short squeeze, qui veut dire qu'en face, on a de l'absorption. Donc, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui sont intéressés par vendre Ether aux alentours des 2750 $. Si on a une clôture comme ça, bah, on aurait tout simplement une déviation. En général, quand on dévie dans un range, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc voilà, c'est pas la meilleure clôture. Si on clôture comme ça sur Ether, on le voit bien ici en H4, ouais, on a une déviation, réintégration. En général, c'est pas l'idéal. Il faudrait repasser
au-dessus de ce niveau-là pour vraiment avoir une meilleure confirmation. Pour moi, Ether, je reste confiant dans le sens où on reste sur du court moyen terme dans une dynamique qui est haussière, mais je n'irai pas chercher des longues maintenant sur Ether, hein. C'est ce que je vous disais hier qu'on était sur résistance. Je vous ai dit, c'est pas une bonne zone pour chercher des longues sur Ether, vu qu'on est sur un niveau de résistance classique dans un range. Soit on attend le break concret avec une bonne clôture et le pullback, soit on attend de revenir chercher l'extrémité basse. Soyez patient, ne vous précipitez pas. On est déjà sur un marché qui est très jeune, qui bouge énormément, et en plus avec ce marché qui bouge énormément, il y en a beaucoup qui sont impatients, il y en a beaucoup qui veulent rentrer en position en permanence, et au final ils crament leur capital. Je vous rappelle, votre capital de trading, votre capital d'investissement, c'est votre outil de travail. Si vous n'en avez plus, vous ne pouvez plus du tout trader. Donc la chose la plus importante, c'est de préserver votre outil de travail. Voilà, de ce côté-là, sur Ether, vous m'avez demandé quelques cryptos à analyser. Hop, j'ai noté Rune. Hop, on va se mettre en weekly. Alors, Rune, bon, on en avait déjà parlé il y a un moment, comme quoi on avait perdu ici un gros niveau de support, et en général, quand on perd un niveau de support aussi important, c'est-à-dire que là, on a fait un range de 1 an, on a perdu ce range et on l'a break par le bas. En général, un range d'1 an qui est break par le bas, c'est pas pour, on va pas se remettre aussi rapidement. C'est-à-dire que là, quand on break un range, c'est pas pour faire comme ça et faire un nouveau sommet. On a besoin de consolider, on a besoin de valider des patterns de retournement, d'avoir une phase de consolidation un peu similaire à ce qu'on a fait ici pour repartir. Parce que là, selon moi, quand on perd des niveaux aussi importants, c'est compliqué de repartir aussi vite. Vous voyez, c'est comme ce niveau-là. Ici, on a perdu le niveau des 3 dollars, qui était un gros niveau de support pendant 2021-2022. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a latéralisé pendant un moment avant de repartir. Donc ici, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Si vous avez des convictions d'un point de vue fonda, si vous pensez que c'est un excellent projet, on est sur des niveaux de support weekly, voire même monthly. Donc oui, c'est des niveaux qui s'achètent parce que la zone de localisation est excellente. Maintenant, si vous ne prenez pas en compte le projet, pour moi, attendez d'avoir une meilleure pattern de retournement ici, quitte à rentrer légèrement plus haut, mais avoir ici une structure qui se met en place avec une inversion de la dynamique, limite une réintégration du niveau des 3 dollars. Si on a une réintégration des niveaux des 3 dollars, déjà vous avez un signal un peu plus intéressant, et en général, dans ce type de réintégration, l'objectif c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Comme je vous dis, ne vous précipitez pas sur n'importe quel crypto, concentrez-vous pour ceux qui font du trading actif court moyen terme sur des cryptos fortes, des altcoins qui surperforment le BTC, des altcoins qui sont dans une dynamique haussière, pas des cryptos comme ça qui ont des moyennes mobiles long terme orientés à la baisse, où il peut y avoir des opportunités bien entendu, mais c'est beaucoup plus compliqué de trader des cryptos faibles qui ont cassé des gros niveaux de support. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette zone-là, il y a énormément d'acheteurs qui sont bloqués, énormément d'acheteurs qui sont rentrés en position, qui ont la tête sous l'eau, qui sont sur des moins 50, moins 60, voire plus, moins 70%, et qui attendent une seule chose, c'est qu'on revient à leur prix d'achat pour sortir de position. Et comme je vous l'ai dit, un acheteur qui sort de sa position, eh ben c'est une vente, et automatiquement, c'est toujours compliqué de casser ce genre de niveau rapidement, parce qu'on a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués. Donc voilà, en tout cas, à Rune, moi, ce que j'aimerais ici, c'est une pattern de retournement ou une réintégration des niveaux des 3 dollars. Par contre, oui, on est revenu chercher une très bonne zone de localisation. C'est notre précédente zone d'accumulation ici qui a break par le bas. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si auparavant cette zone-là a intéressé les acheteurs et qu'on a une zone de combat entre acheteurs et vendeurs et qu'on est sorti de ce niveau par le haut, et bien dans cette zone-là, c'est également une zone intéressante où selon moi, les acheteurs pourraient se remanifester, proposer un range qui breakera également par le haut. Voilà de mon côté sur Rune. Ensuite, vous m'avez demandé ici XRP. Alors, XRP, ça reste une crypto qui, depuis son gros pump où il a fait un x5, n'a pas fait grand-chose. Moi, je vous avais clairement dit, je vous avais donné un conseil, pensez-vous à vous payer sur ce genre d'impulsion, d'accord? C'est-à-dire que là, quand on a un XRP qui fait une telle performance, on ne parle pas d'un shitcoin, on ne parle pas d'une crypto à faible market cap, on parle quand même de XRP qui a une forte capitalisation, pensez-vous à vous payer. Ici, on n'est pas sur une crypto qui va faire un x10 à nouveau. Allez, au mieux, vous pourrez faire peut-être un x2, x3, grand maximum, mais attention, on est sur une crypto qui a déjà très bien performé. C'est comme le BTC. BTC ne va pas nous faire un x3 comme ça du jour au lendemain. Donc clairement là, si vous n'avez pas pris vos profits et vous êtes rentré sur XRP, admettons à 50 centimes de dollars, même à 70 centimes de dollars, ouais, pour moi c'est un peu, il y a peut-être un problème dans votre stratégie de prise de profit. Maintenant, sur XRP, globalement, voilà, on reste sur une tendance long terme haussière. On n'a pas eu d'inversion de notre dynamique. On a toujours des moyennes mobiles long terme orientées à la hausse avec ici un tunnel daily qui fait office de support. On est globalement dans un range avec, moi, ce que je vois ici, une déviation à la hausse,
une réintégration. On a été faire ici une déviation à la baisse, une réintégration. Donc voilà, une zone de localisation intéressante sur un range, ça va être les extrémités. Pour ça, on peut mettre ici un volume profile pour déterminer les zones intéressantes. Tout ce qui revient sous la value area low vers les 2 dollars, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Tout ce qui revient au-dessus de la value area high au niveau des 2,65 dollars, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Donc pas spécialement de signe d'invalidation long terme sur XRP tant qu'on reste à l'intérieur de ce range là. Si par contre on commence à perdre le tunnel daily, sortir de cette phase de consolidation par le bas sur XRP, on pourrait rentrer dans une tendance baissière et dans ce cas-là retracer et retourner chercher des niveaux plus bas comme par exemple 0,118 voire 0,786 de Fibonacci. Voilà, XRP après sur du plus court terme, on peut regarder ça. On a l'air d'avoir des moyennes mobiles assez plates. Alors, on le voit bien, un 1 heure qui est plutôt orienté à la baisse, un 4 heures qui est plat. Donc c'est compliqué de trader qu'on a comme ça des moyennes mobiles où ça manque de momentum. Soit on fait du trading de range, soit on a une autre stratégie qui ne s'utilise pas avec des moyennes mobiles. Mais moi qui aime utiliser les moyennes mobiles pour trader la tendance, ici ça nous manque de flux, ça manque de momentum, ça manque d'impulsion haussière pour trader la tendance. Vous voyez, moi j'aime bien trader un flux comme on a là. Quand on a comme ça des moyennes mobiles orientées à la hausse, on voit que le 1 heure fait office de support. Si je zoome encore, je ne vais pas le faire, mais sur du très court terme, on a un 15 minutes qui fait également office de support. Vous voyez, on perd le 1 heure, on vient s'appuyer sur le 4 heures. Ça, c'est le genre de momentum que j'aime bien trader. Quand on commence à avoir ici un 1 heure qui repasse sous le 4 heures, des moyennes mobiles plates sans momentum, je préfère me concentrer sur d'autres cryptos. Voilà sur XRP. Et dernière crypto, on m'a demandé Render qui pareil, va me faire un peu penser à ce que j'ai dit sur Rune juste avant, il me semble, ça fait un moment que je ne l'ai pas analysé. Alors, Render, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux que Rune. Pourquoi? Parce que lui, pareil, on a eu ici une grosse phase de latéralisation. On a eu ici une réintégration qui est importante à noter avec cette bougie impulsive. On est repassé au-dessus de son niveau des 4,5 dollars. Maintenant, c'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer. Je vais mettre un volume profile ici par curiosité. On a notre value area low qui est aussi basse. Ok, je vais juste prendre le range ici alors. Ok. Et on va juste prendre l'impulsion ici pour prendre vraiment de l'impulsion au break par le bas à ce niveau-là. Ouais, donc on peut partir du principe qu'on a bien réintégré le range. Maintenant, c'est un niveau qu'on ne doit pas repasser en dessous. C'est-à-dire que quelqu'un qui souhaite se positionner sur ce genre de réintégration peut se positionner au moment où on break et on pull back à ce niveau-là. Après, il y a deux types de zones d'invalidation. Soit une zone d'invalidation agressive qui va être si on clôture en weekly sous les 4 dollars et qu'on repasse sous ce niveau-là et sous cette bougie ici impulsive qui nous a provoqué cette réintégration. Ça, c'est la personne qui va avoir une invalidation, un stop loss plus agressif. Alors là, on est en daily weekly, donc on attend des clôtures, hein. On ne met pas comme sur du scalping ou de l'intraday, un stop loss qui peut se faire mécher et repartir dans l'autre sens. Donc soit on a une zone d'invalidation assez agressive à ce niveau-là, soit la personne qui veut être un peu plus prudente, un peu plus safe, met une zone d'invalidation sous cette structure-là, sous cette impulsion-là qui nous a provoqué la grosse réintégration ici, ce gros mouvement-là. Maintenant, plus vous avez un stop loss serré, plus vous allez avoir un risk-reward intéressant, bien entendu, parce que là on peut prendre un cas concret, hein. Je rentre ici au niveau du pullback, j'ai un stop loss sous la structure pour aller ici revisiter l'extrémité haute, j'ai un risk-reward de 2,2 pour 1. Maintenant, si j'ai un stop loss beaucoup plus serré, ici, j'ai un risk-reward de 6 pour 1, ce qui est totalement différent. D'un côté, vous risquez 1 pour gagner 2, là, vous risquez 1 pour gagner 6. Donc, pour le moment, Render est sur support, c'est intéressant. Quand je regarde les moyennes mobiles, ouais, on s'est fait rejeter au niveau du tunnel daily, c'est dommage. Une confirmation un peu plus puissante, ça serait un break de ce tunnel-là, limite à rentrer un peu plus haut, mais avoir une confirmation de break au niveau des moyennes mobiles. On voit bien la différence entre ici un tunnel daily qui est orienté à la baisse, un break du tunnel daily qui va faire office de support et qui va être orienté à la hausse jusqu'à temps qu'on repasse sous le tunnel daily. Donc moi sur Render, le niveau très important à surveiller, ça va être ce niveau-là. C'est le niveau des 4 dollars. On ne veut pas repasser en dessous. Tant qu'on se maintient au-dessus, la prochaine target qui peut être tout à fait possible, c'est le 9,5 dollars. Alors je suis en weekly, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Mais par contre, si on réintègre ce niveau-là et qu'on n'arrive pas à le tenir, bah après, c'est soit on a à ce niveau-là alors des acheteurs qui vont maintenir un creux plus haut que le précédent dans notre zone de rechargement que je peux tracer, qui va être à peu près là où j'ai tracé les deux traits. Voilà, globalement au niveau des 0,118, à ce niveau-là, on va essayer de poser un creux supérieur au premier pour former ici une plus grosse structure de retournement. Ça, c'est un scénario possible. Par contre, si on va dans la zone de rechargement longue à ce niveau-là et qu'on n'a pas de réaction acheteuse, bah là, c'est pour faire un creux plus bas et ensuite enchaîner des creux des sommets de plus en plus bas sur du plus long terme.
Voilà, vous avez globalement mon scénario, que ça soit sur l'Exalcoin, que ça soit sur le Bitcoin. On va surveiller la clôture daily. On va voir si on a un break des 107 000 dollars, si on a de l'acceptation également en dessous dans les prochains jours. On voit que on a fait un nouvel ATH, mais moi je reste très prudent, même si on a fait ce nouvel ATH, parce que pareil, on a eu une clôture weekly qui ne nous marquait pas un break de l'ATH. Donc voilà, restez prudent. On est sur des niveaux quand même où il vaut mieux pas rentrer aussi haut sur du long terme. En tout cas, c'est compliqué parce que ceux qui sont rentrés aussi haut à l'ATH ici ou même à l'ATH ici s'en sont mordus les doigts. Ne faites pas les mêmes erreurs que vous avez potentiellement fait dans le passé ou que d'autres ont fait. Attendez des retracements toujours pour vous positionner. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.